Salut à tous, très heureux de vous retrouver. J'étais tranquillement en train de rentrer du travail. Pour une fois, j'avais fini relativement tôt, j'étais chez moi vers 19 heures. Quand le coup de théâtre tombé dans la matinée, mais qui n'était pas encore parvenu jusqu'à mes oreilles de basketologue, quand le coup de théâtre, effectivement, s'est abattu sur moi, et que, cette nouvelle est tombée du trade entre les Toronto Raptors et les San Antonio Spurs. Les Spurs qui lâchent Kawhi Leonard et Danny Green, envoyés aux Raptors en échange de DeMar DeRozan, de Pirtle et d'un tour de draft, d'un premier tour de draft 2019. Les Spurs obligés de glisser Danny Green dans la boucle pour qu'au niveau des salaires ça matche. 20 millions de Leonard plus 10 millions de Green égale les 30 millions de DeRozan. Voilà pourquoi il fallait glisser Danny Green. Ça marche au niveau des salaires. Et du coup, le trade est validé. Alors, ça peut sembler, même si c'est un scénario qui avait été déjà évoqué effectivement dans les hypothèses de destination de Kawhi Leonard, ça peut sembler être un choix étonnant. Pourquoi ? Parce que les Raptors, ils sortent d'une saison où ils ont été la troisième meilleure attaque de la NBA et où ils ont été la cinquième meilleure défense. Donc, fondamentalement, ils sortent d'une très très bonne saison. Une nouvelle approche offensive avait été mise en place, notamment à l'initiative de cet homme à droite de Nick Nurse, qui était l'assistant attaque de Dwayne Casey et qui est devenu maintenant, après le limogeage de Casey, le coach principal, le head coach de cette équipe des Raptors. Il y avait une nouvelle approche de l'attaque avec du jeu plus rapide, avec beaucoup plus de passes dans le collectif de cette équipe des Raptors, un ballon qui est plus vivant et une utilisation du 3 points un petit peu plus avancée. On en avait d'ailleurs parlé dans une vidéo, c'était en février 2018, l'évolution spectaculaire des Raptors, parce qu'ils avaient réussi à progresser dans plein de compartiments d'attaque, compartiment de défense, et ils proposaient quelque chose de tout à fait consistant. Mais les vieux démons de cette équipe de Toronto ont continué de hanter la franchise canadienne, et en playoff, eh bien, on a une équipe des Raptors qui est un petit peu trop retombée dans le Hero Ball, isolation pour Lowry, isolation pour DeRozan, des tirs à mi-distance compliqués, des step back, bref, pas du tout de recherche du tir à haut pourcentage, et la défense qui a été catastrophique face aux Cavs, c'était à s'arracher les cheveux, je vous en avais parlé sur Twitter. Les Raptors étaient incapables de faire un aider-reprendre, incapables de venir aider sur LeBron James qui débordait son défenseur et d'aller reprendre le tiroir à 3 points qui était servi par James, qui n'attendait que ça, qu'on vienne aider sur lui pour ressortir sur l'équipier. Les Raptors étaient incapables de faire ça et ils se sont fait détruire une nouvelle fois par Cleveland, pas tant par les problématiques d'attaque, parce que sur la série de playoffs, et je vous en avais aussi parlé dans une vidéo d'analyse, sur la série de playoffs, les Raptors, ils ont été à 1,15 ou 1,16 de mémoire points par possession, ce qui a un rendement en termes de qualité d'attaque très 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 élevé. C'est juste qu'ils ont été incapables de défendre. Ils ont été incapables de défendre, et ça a grandement pénalisé l'équipe et ça l'a même complètement détruite dans les playoffs. Donc on avait une équipe des Raptors qui avait quand même une base relativement solide, et avec un changement de coach, on pouvait considérer que dans une nouvelle approche, dans une philosophie, en gardant le même groupe, on allait peut-être pouvoir progresser dans ces compartiments-là. Eh bien, que nenni du côté des Raptors, on a eu une opportunité de modifier cet effectif, de rebattre un petit peu les cartes, et on l'a saisi. C'est pour ça que je vous disais, est-ce que c'est un choix un petit peu surprenant avec un point d'interrogation, parce que quand vous êtes vraiment pas mal et qu'il manque un petit quelque chose, d'autant plus dans une conférence Est où LeBron est sorti, les Cavs sont sortis, il ne reste plus finalement que les Celtics et les Sixers, eh bien, vous pouviez peut-être tenter votre coup avec l'effectif déjà en place. Eh bien, que nenni du côté des Raptors, une équipe des Raptors qui était aussi condamnée à gagner parce que on a filé un contrat max à Lowry, un contrat max à DeRozan, un contrat énorme à Ibaka, ajouté à ça Valanciunas, Powell, Van Fleet. On était sur les 2 prochaines saisons à plus de 130 millions déjà de masse salariale.
qu'on payait la taxe de luxe, on l'aurait payé vraisemblablement aussi la saison prochaine. Donc on était plus ou moins condamné à gagner parce qu'on n'avait pas de flexibilité, mis à part monter un trade pour renforcer cet effectif. Alors sportivement, effectivement, l'opportunité de récupérer un Kawhi Leonard, c'est une aubaine pour Toronto. Je vais développer cet argument. On savait que la lune de miel était complètement consommée du côté des Spurs entre Kawhi et la franchise texane. On cherchait une porte de sortie. Les Spurs étaient à l'affût de la meilleure contrepartie possible, en étant dans une situation très inconfortable où Kawhi avait déjà annoncé « je veux partir » et « je signerai aux Lakers ». Ce qui mettait les Spurs dans une situation compliquée parce que tout prétendant potentiel se retrouvait confronté au dilemme « ok, je veux bien prendre Kawhi, mais au bout d'un an, est-ce qu'il va rester chez moi ?» Et effectivement, c'est compliqué de faire tapis sur un joueur si vous risquez de le perdre contre rien dans un an. Évidemment que les Lakers étaient sur le coup, évidemment que les Sixers, les Celtics étaient sur le coup. Nul doute que les Spurs, en appuyant sur le bouton DeRozan, ont vraisemblablement appuyé sur la meilleure contrepartie qui leur a été proposée. Des Spurs qui se mettent dans une situation où on n'appuie pas sur le bouton reset, on cherche la continuité, exactement comme les Indiana Pacers l'ont fait, on en reparlera plus tard, quand ils se sont séparés de Paul George, pour les mêmes raisons. Je vais signer aux Lakers, j'ai envie de changer de franchise. Les Pacers ont dit, il n'y a pas de souci, on va trouver la meilleure contrepartie possible, et on a monté un trade où on a récupéré un joueur tout à fait impactant, qui a finalement, qui n'a pas créé de trou d'air entre le départ d'un Paul George et l'arrivée d'un Oladipo par exemple. On espère le même scénario du côté des Spurs. Mais pourquoi je vous dis c'est une aubaine sportivement pour Toronto? On reviendra plus tard, on va pas en parler tout de suite, sur le fait que évidemment c'est une énorme prise de risque. Mais intéressons-nous purement et simplement sur l'aspect sportif dans la première partie pour cette équipe de Toronto. Pourquoi je vous dis que c'est une aubaine? Parce que en lâchant DeRozan et en récupérant Kawhi, on va récupérer plus de polyvalence, plus d'efficacité offensive et un meilleur rendement défensif. Maintenant, évidemment qu'il y a une incertitude, dans quelles conditions, dans quel état les Raptors vont récupérer Kawhi Leonard en sortie de blessure. Est-ce qu'il est revenu à 100%? Est-ce qu'il n'y a pas des séquelles? Blablabla. Bref, il y a plein d'interrogations, mais partons du principe qu'ils récupèrent le Kawhi qu'on a toujours connu, qu'il n'y aura pas de souci, que tout est réglé, tout est rentré dans l'ordre, et qu'ils vont récupérer un joueur d'impact, même si c'est jamais sûr à 100%, il reste une incertitude. Mais pourquoi je vous dis il récupère un joueur qui est beaucoup plus impactant? Parce que DeRozan, avec toutes les qualités de la Terre dont il dispose, il sort d'une saison correcte à 21 de PER, donc une efficacité tout à fait honorable. Par contre, attention, c'est un joueur qui est connu pour ses qualités d'attaque. Si on vous demande de mettre un adjectif ou un nom en face de DeRozan, vous n'allez pas dire défenseur, vous n'allez pas dire tireur à 3 points, vous allez dire qualité athlétique, scoreur, finisseur, acrobate, dunker, mais on est plus sur un joueur qui est un joueur d'attaque. Un joueur d'attaque qui est à 55% au tir réel, ce qui est un pourcentage correct, mais qui est dans la moyenne NBA. On n'est pas dans un rendement offensif d'un super mutant de l'attaque de la NBA. Ce qui lui vaut d'ailleurs, en termes de résonance, eh bien, une note, ou une stat, si vous voulez, une stat avancée d'impact, le box plus minus, qui est à plus 2. Ce qui est bien, qui est une note d'impact supérieure à la moyenne de la NBA, qui est normalisée à 0. Mais à plus 2, c'est pas non plus un impact qui fait partie des notes d'impact des mutants de la NBA. Donc on a un joueur qui est tout à fait correct, qui est tout à fait, qui a des stats tout à fait respectables, mais on n'est pas en termes de qualité d'impact dans des stats de mutants comme on peut en avoir avec des James Harden, des LeBron, des Durant, des Curry, bref tous ces mutants de la NBA. A contrario, si on s'intéresse au Kawhi Leonard de la saison passée, ne considérons pas le Kawhi Leonard de la saison, pas de la saison passée, de la saison d'avant, de 2016-2017, ne prenons pas en compte le Kawhi
de 2017-2018, eh bien, on a un joueur qui était pratiquement un des top 5 de la NBA, un joueur à pratiquement 28 de PER, 61% au tir réel et pratiquement plus 8 en box plus minus. Donc en termes d'impact sur le terrain, c'est complètement un autre niveau qu'un DeRozan. Et si on va chercher sur le site 82 Games d'autres indices, d'autres indicateurs sur l'impact de DeRozan, on se rend compte que effectivement en simple rating, c'est pareil, c'est une évaluation de l'apport d'un joueur. Si vous voulez, on a un joueur qui a plus 6, donc qui contribue, c'est bien, c'est une bonne note, mais une nouvelle fois, ça n'est pas une note qui fait partie de l'élite de la NBA. Et puis on se rend compte que du côté des Raptors, eh bien, quand DeRozan n'était pas sur le terrain, certes on avait des qualités d'attaque qui étaient un petit peu moins bonnes, mais on avait aussi des qualités de défense qui se renforçaient. Et au final, eh bien, on avait un différentiel qualité d'attaque, qualité de défense qui était équivalent avec ou sans DeRozan sur le terrain. Et ça, c'est toujours un indicateur qui doit, entre guillemets, un petit peu vous alerter. Certes, on avait un banc tout à fait correct et de qualité du côté des Raptors, mais quand vous avez un joueur majeur et que vous jouez aussi bien quand il n'est pas sur le terrain, c'est toujours un indicateur qu'il faut avoir en tête. Du côté de Kawhi Leonard, on a un simple rating sur 2016-2017 à plus 14. Donc là, très clairement, on rentre dans la catégorie des mutants de la NBA, et on a pareil une équipe des Spurs qui il y a 2 ans avait un banc tout à fait correct, qui s'en sortait très bien quand Kawhi n'était pas sur le terrain, mais on constatait qu'il y avait quand même une dégradation. Donc on attaquait nettement mieux du côté des Spurs avec Kawhi sur le terrain, on défendait certes moins bien, mais ça c'est toujours la complexité d'essayer d'analyser l'impact défensif d'un joueur, parce que vous ne défendez jamais seul, j'en ai déjà parlé plein de fois, donc c'est toujours compliqué, parce que ça va dépendre de qui défendait à côté de vous. Si vous avez Gasol qui est censé venir vous aider quand vous défendez sur les arrières, et évidemment que ça va être un petit peu plus porte ouverte que s'il y avait un Clint Capella derrière vous. On l'a vu, les Raptors, pour vraiment franchir un palier, pour progresser par rapport à la saison passée où ils avaient déjà progressé, ils avaient besoin de progresser notamment en défense, en qualité de défense. Et nul doute qu'avec un Kawhi Leonard en pleine forme, il récupère un défenseur top qualité, un défenseur qui est effectivement avec ses qualités athlétiques, ses mains de mutant, ses bras tentaculaires sur la défense homme à homme très en place, mais c'est aussi un défenseur qui, dans une défense collective où il faut faire appel à son QI défensif, et somme toute tout à fait correct, qui viendra bien aider quand il faut aider, fera des pré-rotations quand il faut les faire, changera quand il faudra les faire. Donc on gagne à ce niveau-là. DeRozan n'a jamais été réputé pour être un bon défenseur, il fait partie de toute cette constellation de joueurs NBA qui, sur la défense directe en homme à homme, sont corrects, comme des James Harden, comme des J.R. Smith, mais dès qu'il faut se projeter dans une défense collective, ok, je défends dans l'aide, mon joueur n'a pas la balle, c'est à moi de faire la pré-rotation, là je viens aider, c'est un coéquipier qui compense, ou là je compense. Dès qu'il faut commencer à réfléchir en défense, ils sont perdus. On était un petit peu dans le même ADN de joueurs, ce qui n'empêchait pas au global les Raptors d'être quand même une bonne défense. Tout ça était entre guillemets masqué, collectivement ça passait bien, mais on a vu toutes les limites de ce dispositif en play-off. Là où on a aussi sportivement une aubaine pour les Raptors, c'est que DeRozan, eh bien, vous le savez, ça n'est pas du tout un tireur à 3 points. Il a commencé un petit peu à tirer plus cette saison, mais c'est un joueur à 31% de réussite à 3 points, donc on est très très loin de la moyenne de la NBA. DeRozan, c'est un joueur qui majoritairement va tenter des pull-ups, donc va tenter des tirs en sortie de dribble, et vous voyez que ça représente pratiquement 50% de son volume de tir total, à 42% de réussite au tir réel. Donc la moitié de ce que fait DeRozan en attaque, c'est 42% au tir réel. C'est à des années-lumière du pourcentage au tir réel des joueurs d'attaque les plus impactants de la NBA. Au-delà de ça, c'est un joueur qui est un excellent slasher, donc un joueur en agressivité vers le cercle, et c'est quelque chose qui fait beaucoup, et ça c'est bien, parce qu'il est à 66% pratiquement
de réussite dès lors qu'il se force à attaquer le cercle, qu'il cherche à scorer à 2-3 mètres du panier. Donc ça, c'est une très très belle force, une très très belle valeur ajoutée. Mais c'est à contrebalancer avec le fait que, eh bien, vous défendez sur DeRozan, vas-y Coco, je te laisse 2 mètres. Prends le tir à 3 points où tu es à 30% et je verrouille la raquette. Et c'est toute la problématique des Raptors quand ils affrontaient d'autres équipes, c'est qu'on laissait les DeRozan un petit peu briller à l'extérieur ou tenter des tirs à l'extérieur, mais l'adresse n'étant pas en rendez-vous, on n'avait pas d'efficacité offensive très 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 élevée. Il y avait un tout petit peu de catch and shoot à hauteur de 17%, à 50% au tir réel, un petit peu de 3 points pour gonfler tout ça, mais une nouvelle fois, c'est pas au niveau de la moyenne ne serait-ce que de la moyenne de la NBA. Et quand on regarde la shooting chart de DeRozan, effectivement, eh bien on comprend que sur la périphérie, on a un joueur qui est en maladresse. Dès lors qu'il va se forcer à rentrer dans la raquette, ça se passe très très bien. Mais on a un joueur qui tente quand même pas mal de choses à mi-distance et un petit peu à 3 points, avec une maladresse quand même relativement notable. Et ça, c'est une problématique parce que dans la NBA moderne, il est de moins en moins possible d'exister sans le tir à 3 points. C'est cruel, mais tous ces joueurs qui se sont bâtis, entre guillemets, une carrière en existant à mi-distance, les Monta Ellis, les Rudy Gay, les DeMar DeRozan, dans une certaine mesure les Carmelo Anthony, dans une ligue qui commence à voir pratiquement la moitié des équipes tenter au moins 40% de tir à 3 points, ça devient de moins en moins viable, et ça le sera de moins en moins plus on va avancer dans le temps. On renverse la situation maintenant en récupérant du côté des Raptors un Kawhi Leonard sur 2016-2017, donc ça, la dernière saison où il était en pleine forme. Eh bien, on a un joueur qui a une répartition des tirs somme toute un petit peu plus équilibrée, et on a également un joueur qui quand il va driver vers le cercle, il a 65% de réussite, sauf qu'à côté de ça, vous avez un joueur à 62% sur les catch and shoot. Donc quand du côté des Raptors, on va renverser sur Leonard à 3 points, ça fera ficelle à 62% au tir réel. Et à contrario, dès lors qu'il doit jouer un petit peu le 1 contre 1, se créer soi-même son tir, eh bien, on est à 47% parce que en sortie de dribble à 3 points, un petit peu comme un Harden, on est un petit peu plus en efficacité. Donc on a un joueur qui, en termes d'efficacité d'attaque avec un Leonard, parce qu'il va exister sur du catch and shoot à 3 points, parce qu'il peut se créer son propre tir et parce qu'il peut également finir fort près du cercle, on a un joueur qui est plus polyvalent et qui a plus d'efficacité offensive. Et quand on regarde la shooting chart, on comprend tout de suite. On comprend tout de suite qu'à 3 points, que ça soit dans les petits corners ou à 45 degrés, ça fait mal. S'il faut attaquer fort le cercle, ça fait mal. Et même à mi-distance, on a quelque chose de tout à fait impactant. Donc, pour résumer, avec DeRozan, on a fait des qualités d'attaque, mais avec une efficacité somme toute moyenne. Regardez, si vous classez parmi toute la NBA au tir réel, on a un DeRozan qui est 220e. Qui est 220e alors qu'il doit être dans le top 10 ou le top 20 des meilleurs marqueurs de la NBA. Donc on avait une démarche quantitative avec DeRozan. Je marque beaucoup parce que je tente beaucoup, mais pas spécialement qualitative. Quand vous êtes en recherche de l'élite de la NBA, vous devez être dans une démarche qualitative. Du point de vue des finances, on avait un tout petit peu parlé sur la saison qui va débuter. Donc les Raptors, ils vont payer la taxe de luxe. Ça, ils n'y échapperont pas, même s'ils se débarrassent de DeRozan, parce qu'ils récupèrent évidemment l'équivalent en salaire entrant. Donc on va être parmi l'une des plus grosses masses salariales de la Ligue, 25 millions de dollars de taxe de luxe. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'arrivée de Leonard, on se crée une porte de sortie. Alors évidemment que le projet des Raptors, c'est de garder Leonard et de le signer sur le long terme. Auquel cas, on refera péter la facture, on aura un Leonard qui sera à 30 millions, on refait péter la facture, il faudra signer vraisemblablement Valanciunas, Danny Green ne sera pas conservé, on refait péter la facture, mais on sera toujours aux alentours des 130 millions de masse salariale, 20-25 millions de taxes de luxe. Petite parenthèse, en étant échangé, Kawhi Leonard vient de perdre officiellement sa capacité à être un designated player, un joueur désigné.
qui permet d'obtenir, vous savez, le contrat max du max. Ce que a obtenu Steph Curry, Russell Westbrook, John Wall. Eh bien, Leonard vient de le perdre, puisque dès lors que vous êtes échangé après votre 4e année, et que vous n'êtes plus dans votre club d'origine, vous perdez cette éligibilité. Donc, le contrat à 221 millions sur 5 ans que les Spurs pouvaient proposer à Kawhi Leonard à partir du 16 juillet, date anniversaire des 3 ans de la signature de son précédent contrat, donc l'extension qui permet de verrouiller un joueur sur les 6 prochaines années. Il reste une année à laquelle on rajoute 5 ans d'extension, comme James Harden, exactement ce qu'il avait eu, ou comme Westbrook, ou comme John Wall. Eh bien, ce scénario-là n'existe plus, même si Kawhi est MVP. Les Raptors ne pourront pas lui proposer ce scénario-là. Tout ce qu'ils pourront lui proposer, c'est déjà pas mal. Ils pourront lui proposer 5 ans et 190 millions de dollars. Et si à l'été prochain, Kawhi Leonard il veut tester le marché des agents libres, il pourra obtenir 141 millions sur 4 ans ailleurs. Donc ça lui laisse de belles perspectives. A priori, il ne sera pas obligé de manger des patates et de la soupe au chou tous les soirs. Mais c'est quand même à avoir en tête cette éligibilité-là. Il vient de tomber à l'eau. Mais paraît-il, on me glisse dans l'oreillette que Kawhi ne jouerait pas uniquement pour l'argent. Donc écoutez. C'est à mettre entre parenthèses, mais il faut l'avoir. Alors ce que je vous disais, c'est que oui, évidemment que les Raptors, ils veulent conserver Kawhi, mais si jamais ça se passait mal, eh bien ils ont une porte de sortie où Kawhi s'en va. Peut-être que Valanciunas n'active pas son option et n'est pas conservé, Danny Green n'est pas conservé, et on a une franchise des Raptors qui peut faire un petit reset, hein, qui peut se dire ok, on a tenté un truc, ça n'a pas marché, on fait un petit reset et on repart sur autre chose. On a un scénario de sortie qui permet assez rapidement de réassainir les finances, ce qui n'était pas le cas dans la config de Rosa. Donc c'est pas le saut des Raptors d'avoir en arrivé là, mais s'ils doivent en arriver là, ils ont ce scénario de sortie qu'ils n'avaient pas, vous voyez, avec Laurie, DeRozan, Ibaka, qui était verrouillé sur au moins 2 saisons. Du côté des Spurs, on n'a pas beaucoup parlé des Spurs, on va y venir. Du côté des Spurs, on se met dans une situation où on a quand même le contrat de DeRozan sur 2 années garanties, plus une en option joueur à absorber, ajouté au salaire d'Aldridge, au salaire de Patosh Mills, au salaire de Pogazol, alors qui est partiellement garanti, c'est à hauteur de 1 ou 2 millions sur 2019-2020. Ça va permettre à l'équipe, si Gasol n'est pas conservé, d'avoir une enveloppe d'à peu près 15 millions pour recruter la saison prochaine, plus des exceptions dès lors qu'ils auront dépassé le salary cap. Ça permet de faire des recrutements intéressants, mais pas non plus de forcément transformer l'équipe, d'avoir un recrutement encore d'un joueur majeur qui vient transformer et renforcer l'équipe. Donc on a du côté des Spurs, en récupérant DeRozan, on ne s'est pas ouvert de porte de flexibilité en termes de salaire, parce qu'il y a son gros contrat à absorber, et qu'au côté de ce gros contrat et du gros contrat d'Aldridge, on ne pourra faire que des petites modifications qui pourront nul doute renforcer l'équipe, mais vraisemblablement pas qui lui permettront de franchir un palier absolument décisif. Sportivement, c'est là où l'arrivée de DeRozan, je vous le donne en mille, du côté des Spurs, me donne un sentiment un petit peu mitigé. Sportivement, on a des Spurs qui se retrouvent maintenant avec Aldridge plus DeRozan, à eux deux, c'est 60% de taux d'usage. Donc ça veut dire que quand ils seront ensemble sur le terrain, il y a 6 tirs sur 10 qui vont être tentés par un des deux joueurs. 60% de taux d'usage pour un pourcentage au tir réel des deux côtés à 55-56%. Donc quelque chose qui est correct, mais qui est absolument pas fameux. Donc on a une efficacité offensive qui va rester relativement moyenne du côté des Spurs. Et quand on va avoir un 5 avec Aldridge, DeRozan, Gay et Murray ensemble sur le terrain avec pourquoi pas Pirtle ou Gasol ou autre, eh bien vous allez avoir 4 joueurs ensemble qui sont à 30-31% de réussite au tir
à 3 points. Dans une NBA moderne où le tir à 3 points est devenu prépondérant et est devenu le catalyseur indispensable de l'attaque, dès lors que vous voulez aller chercher un peu d'efficacité, ça me paraît compliqué. Ça me paraît être une config un petit peu compliquée, d'autant plus compliquée que les Spurs, c'était la 17e attaque de la NBA la saison passée. La 26e équipe sur la réussite à 3 points. Alors, nul doute qu'avec DeRozan, ils ont une option offensive qui est intéressante, mais une option offensive, on en a parlé, qui est plus dans une approche quantitative que qualitative, et certainement pas dans un rendement à 3 points dont les Spurs avaient besoin. Donc, attendons de voir ce qu'ils continuent peut-être à mettre en place avant la fin de la saison. C'était déjà aussi une des équipes qui tentait le plus de tirs à mi-distance, des mid-range. Avec DeRozan, ils vont encore continuer à en tenter plus, avec une efficacité qui était somme toute correcte, mais quand vous êtes la 11e équipe de la NBA sur l'adresse, sur les tirs à mi-distance, vous êtes à 40-41%. Sur des tirs à 2 points, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup quand c'est mis en perspective avec les 60% au tir réel que vous pouvez obtenir sur du 3 points si vous êtes à 36-37%. Donc, pour les qualités d'attaque des Spurs, ça m'inquiète un petit peu. Donc, pour résumer, on a un scénario, c'est ça qui est intéressant, un an après, qui est complètement à la OKC pour les Raptors. C'est-à-dire qu'on tente un coup de poker, on fait tapis sur un Kawhi Leonard en se disant que en faisant ça, on fait un upgrade de notre effectif. Et c'est si les Raptors récupèrent un Kawhi en pleine santé, c'est ce qui va se passer. On a un upgrade en qualité d'attaque et on a un upgrade en qualité de défense, avec maintenant la boule au ventre de savoir de ce qui va se passer la saison prochaine. Mais souvenez-vous de Paul George qui, il y a un an, nous annonçait qu'il signerait aux Lakers à l'intersaison 2018. On a vu ce qui s'est passé. Donc, on va essayer de suivre évidemment le même scénario du côté des Raptors. On va essayer de monter une équipe ultra compétitive, montrer à Kawhi qu'ici, il peut s'éclater, il peut atteindre les finales NBA, et essayer de le verrouiller et de lui faire oublier Los Angeles pour le maintenir à Toronto. Et puis, à contrario, c'est aussi ça qui est complètement fou, on a un scénario qui est complètement à la Indiana, du côté des Spurs. C'est-à-dire que on était une équipe moyenne et non, on va pas appuyer sur le bouton reset, on va perdre notre franchise player, mais on va certainement pas appuyer sur le bouton reset. On récupère un joueur tout à fait intéressant avec DeRozan, comme on avait récupéré un Oladipo tout à fait intéressant, avec un salaire certes qui va peser, mais qu'on va absorber sur du moyen terme, c'est pas grave, exactement comme Oladipo avec Indiana. On récupère un jeune intérieur avec Pirtle, exactement comme on avait récupéré un jeune intérieur avec Sabonis, et puis dans l'eau on prend un premier tour de draft, et les Spurs, des fins de premier tour de draft transformés en Hall of Famer, on sait faire. Donc c'est un scénario qui nous va bien. Objectif San Antonio, rester compétitif. Certes on perd Kawhi, certes on perd Tony P, on a perdu Duncan il y a un petit peu plus longtemps, mais on essaye de rester compétitif. On est dans la reconstruction, c'est un bien grand terme, dans la transition vers complètement autre chose. Ne sous-estimons pas aussi la capacité de Popovich à faire évoluer un DeMar DeRozan dans d'autres encore compartiments que ceux qu'il maîtrise déjà. C'est pour ça que ne tirons pas trop rapidement de conclusions ou des conclusions hâtives sur l'apport que réellement peut avoir DeRozan du côté des Spurs, même s'il y a beaucoup d'interrogations, je vous en ai exposé quelques-unes, notamment sur la capacité à tirer l'attaque vers le haut dans un registre où il va y avoir pas mal d'isolation, où il va y avoir pas mal de tirs à mi-distance, où va y avoir assez peu de tirs à 3 points de la part de cette équipe des Spurs. On va un petit peu à contre-courant de ce qui se fait en NBA. Donc ne tirons pas non plus trop de conclusions hâtives. Voyons comment cette équipe des Spurs peut performer. Il y a quand même beaucoup de questions. Des deux côtés, quelque part, on fait un pari. Des deux côtés, on fait un pari. On fait le pari du très court terme du côté des Raptors, au risque dans un an d'avoir tout perdu. On fait le pari du côté des Spurs d'être un peu à contre-courant de ce qui se fait en NBA, d'être sur un registre où on va plus miser sur le 2 points,
plus essayer de jouer près du cercle. Voyons ce que ça peut donner. To be continued. To be continued. To be continued. Ça sera très très intéressant de suivre cette équipe des Raptors. Avec un Lennard peut-être revanchard, un Lennard qui veut se remettre dans la balance, une conférence Est qui est très 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 ouvert, un nouveau coach du côté des Raptors qui va vouloir amener peut-être encore plus de jeux rapides, encore plus de jeux à 3 points, encore plus de circulation du ballon, essayer de gommer un petit peu les années de Dwayne Casey, tout en essayant de faire encore progresser l'équipe en défense. Alors certes on perd Pirtle, ça c'est embêtant, parce que c'était un joueur tout à fait intéressant, tout à fait impactant, et on en avait parlé dans la vidéo sur les Raptors, qui apportait beaucoup en sortie de banc à cette équipe. On misera sur d'autres chevaux, sur un Nogueira, sur d'autres intérieurs, mais les deux équipes seront à suivre, même si dans l'immédiat, le projet proposé pour la saison prochaine par les Raptors me paraît bien entendu plus évident et plus pertinent que celui proposé par les Spurs. Mais voyons la capacité de Popovich à transformer ce DeRozan. On suivra ça de très près. Merci de votre fidélité. Bon match à tous.